Radio Lomé, il est 12h30. Magazine pluriel. Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour le journal Magazine pluriel. Au sommaire, à Izan, la fête traditionnelle des natifs du Zio bat son plein depuis ce matin à Tchévier. Cette 52e édition est placée sous le signe de l'engagement individuel et collectif au service de la paix et du développement. Les activités se déroulent en présence de la chef du gouvernement, Madame Victoire Toméga Dogbé, représentant le chef de l'État Fort Essozna Nyasingbe. 71e anniversaire de Radio Lomé mardi prochain. Les locaux ont été mis au propre hier dans le cadre des préparatifs de cette célébration. Deux invités dans ce magazine pluriel. D'abord, Amidou Sani, point focal WASH, choléra au ministère de la Santé. Il va nous indiquer quelques moyens de prévention du choléra. Ensuite, Madame Chamja Naka, sage-femme au CMS UTB circulaire, qui revient sur la semaine de l'allaitement maternel. Sport football, acte 5 du championnat de la D1 féminine ce week-end. La rencontre qui oppose AC Barracuda et Harry FC est l'attraction phare du jour. Autre rendez-vous, les échos du palais et la revue de presse. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Apothéose aujourd'hui de la fête traditionnelle à Izan, également connue sous le nom de fête du haricot à Tchévier. Les activités se déroulent en présence de la chef du gouvernement, Madame Victoire Toméga Dogbé, représentant le président de la République, son Excellence Monsieur Fort Essozna Nyasingbe, du président de l'Assemblée nationale, des membres du gouvernement, des députés à l'Assemblée nationale, des chefs traditionnels et des fils et filles du Zio. Cette célébration, qui est à sa 52e édition cette année, est placée sous le thème « Engagement individuel et collectif au service de la paix et du développement ». Un thème qui invite la population de Zio à la culture de la paix, la cohésion et le vivre ensemble. La célébration de cette fête offre également l'occasion aux fils et filles des 16 cantons de la préfecture de Zio de vivifier dans la joie leur culture. La manifestation est marquée également par plusieurs prestations de groupes folkloriques. Suivons un extrait. Le groupe folklorique qui est en train d'exécuter bien sûr ces danses. Cette célébration donne ainsi le temps à la consommation du nouvel haricot. Aïzan doit son nom au haricot Aïe et est célébré le deuxième samedi du mois d'août. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et avant d'aller à Tchévier, ce matin, Madame le Premier ministre Victoire Toméga Dogbé a échangé hier à Lomé avec Christopher Nikwa, directeur régional du Programme alimentaire mondial PAM. Il est en visite de 2 jours au Togo. Les différents domaines de collaboration entre le Togo et le PAM ont été au centre des discussions. Le directeur régional du PAM a aussi salué les efforts du Togo en matière d'intégration régionale. Christopher Nikwa au sortir de l'audience. Je suis venu rencontrer le Premier ministre pour discuter des différents domaines de collaboration et surtout pour féliciter le Premier ministre, le gouvernement togolais et le peuple togolais pour le rôle que le Togo joue en matière d'intégration régionale et pour le fait que le port de Lomé facilite de manière très efficace le transit de marchandises vers les pays du Sahel central. Le Programme alimentaire mondial soutient la vision du gouvernement dans de nombreux domaines. Nous sommes un partenaire clé dans l'assistance aux personnes déplacées et aux réfugiés arrivés au Togo. Ensuite, nous avons un programme très intéressant et ponctuel dans le domaine de l'alimentation scolaire qui est vraiment lié aux petits exploitants agricoles. Enfin, le troisième point que je souhaite aborder est le travail que nous effectuons dans le domaine du renforcement de la résilience des communautés.
L'Afrique observe aujourd'hui la journée de la décentralisation. C'est une occasion d'évaluer les progrès réalisés dans ce domaine. Les échanges pour 2024 portent sur le thème « Établir un système d'éducation et de formation solide ancré dans les réalités de l'Afrique au niveau local ». Le Togo a réalisé des progrès dans le domaine éducatif lié à la décentralisation. D'une célébration à une autre, celle-ci aura lieu lundi prochain. Il s'agit des 30 ans d'existence de l'Alliance pour la promotion du port autonome de Lomé. En prélude à l'événement, l'Alliance a tenu hier une conférence débat sur les opportunités et les défis du port de Lomé. Bénédicte Kanda. Un port en eau profonde capable d'accueillir tous les grands bateaux, la situation géographique de ce port, un hub pour la sous-région ouest-africaine, sont notamment les opportunités. Elles ont été exposées par Dr Sambo et Sewese, consultant national. Le thème, je l'ai développé en deux grandes parties. La première partie, c'est tout simplement la ZLECAf, puisque c'est important de savoir ce que c'est que la ZLECAf. C'est vrai que certains entendent parler de ça, mais ne savent pas ce que c'est. Nous avons développé ce que c'est que la ZLECAf, ses objectifs, où est-ce qu'on veut aller et quels sont les avantages que cela offre à nos pays, particulièrement les PMI, PME, puisque 80% de nos activités sont pilotées par ces petites et moyennes entreprises. Et après, nous avons exploré très rapidement les atouts qu'offre notre port autonome de Lomé et son corridor. Ce n'est pas le seul corridor, nous avons presque 6 corridors qui quittent la côte et qui montent vers le nord, donc il y a plusieurs corridors. Alors, en termes d'atouts, on a ces atouts. Comment faire pour que les gens choisissent notre port? On va discuter. Là, le débat va s'intensifier. Les défis sont là. Est-ce qu'on est capable? Voilà, grosso modo, ce que nous allons. Les échanges ont porté sur le port de Lomé et son corridor à l'ère de la zone de libre-échange continentale ZLECAf. Son président, le contre-amiral Fogon Adegnon, directeur général du port autonome de Lomé, a salué les avancées obtenues. Il a également rendu hommage au président de la République pour avoir fait du port autonome de Lomé une plaque tournante commerciale de la sous-région. En 30 ans, nous pouvons nous réjouir du chemin parcouru. Le port de Lomé est aujourd'hui positionné à la 94e place des ports à conteneurs dans le monde et reste leader en Afrique de l'Ouest et du Centre selon le Lloyd's List. C'est le lieu pour nous de remercier le chef de l'État, son Excellence M. Faure Eswazimana Gnassingbé, pour son leadership éclairé ainsi que sa politique de visionnaire, un grand atout pour le développement de la plateforme portuaire de Lomé. Nous en voulons pour preuve que l'ambition à juste titre du gouvernement togolais, qui, sous son impulsion personnelle, voudrait faire de notre outil portuaire le hub maritime de la sous-région et un centre d'affaires de premier ordre. Le secrétaire général de la ZLECAf appelle les acteurs du port à plus d'ardeur. Haladoko Ahmed. Nous sommes l'un des meilleurs ports de la sous-région. Vous voyez qu'il y a eu un travail qui a été très bien fait et d'ailleurs c'est l'occasion d'appeler tous les opérateurs économiques, tous les acteurs de la plateforme portuaire à redoubler d'ardeur pour que dans les 10 prochaines années, c'est-à-dire 40 ans, 50 ans, que le port de Lomé soit l'ultime port de l'Afrique que nous ayons connu. Une délégation venue du Sahel a pris part à cette conférence débat. Restons toujours dans le domaine festif pour dire que Radio Lomé, votre chaîne mère, se prépare pour la célébration de son 71e anniversaire mardi prochain. Le personnel a procédé hier à une opération radio propre. Techniciens, journalistes, personnel administratif ont déposé micro, enregistreur et papier et ont sorti balai ou râteau et coupe-coupe. Naka Sangay et Do Assignon. Balai en main pour certains, râteau et houx pour d'autres, cachiné dans le visage pour certains, tous ont mis le pied à l'étrier pour cette opération Radio Lomé propre. C'est une bonne initiative d'après moi parce qu'on n'a pas l'occasion de se réunir à chaque fois pour partager des instants ensemble. Et le fait d'organiser ce petit événement-là, ça nous permet également de nous rapprocher un peu soit peu et de faire quelque chose de bien. Comme on le dit souvent, un corps sain dans un environnement sain. Faisons 11 ans, vraiment c'est une vieille radio
Et pour organiser un tel événement, il faut être dans un bon cadre. Voilà pourquoi ce soir, le personnel de la radio Lomé s'est mobilisé. Radio Lomé a bien fait d'organiser cet événement parce qu'un esprit sain doit être dans un corps sain et dans un environnement sain. Radio Lomé ayant pour rôle d'éduquer, de former, d'informer et de divertir ses auditeurs. C'est normal que les auditeurs viennent retrouver la maison dans un environnement sain. Un anniversaire placé tout de même sous le sceau de la sobriété, précise Éric Cloutier, chef personnel de la chaîne. Les festivités devant marquer les 71 ans de Radio Lomé, il était prévu une opération Radio Lomé propre. Mardi prochain, Radio Lomé aura 71 ans et dans les programmes, nous devons concerner la célébration de cet anniversaire qui, cette année spécialement, se limitera surtout au recueillement et aux émissions sur les antennes de Radio Lomé en raison des deuils successifs que nous avons eus au cours de ces derniers moments. Donc c'est dans le recueillement que nous allons célébrer cette année notre 71e anniversaire. D'autres activités vont meubler le reste du programme qui fait de bonnes places aux auditeurs. Les activités essentielles concernera les appréciations des prestations de Radio Lomé par les auditeurs. Ils auront à nous mentionner les émissions qu'ils préfèrent sur Radio Lomé et nous faire des suggestions, des critiques constructives pour que Radio Lomé puisse améliorer ses prestations à l'endroit des auditeurs. Le rendez-vous, c'est pour ce mardi 13 août. Votre radio aura 71 ans. Actualité sur le plan international à présent, des acteurs de la société civile guinéenne en exil au Sénégal se sont mobilisés hier pour apporter leur soutien à deux opposants guinéens, Mamadou Bilo Ba et Oumar Silla alias Fonike Mengue, qui sont arrêtés en dehors de tout cadre juridique dans la nuit du mardi 9 au mercredi 10 juillet dernier. Cela fait donc un mois aujourd'hui. En Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, l'ex-président de l'Assemblée nationale ivoirienne, décide de saisir la main tendue par l'ancien président Laurent Gbagbo. Abirilem. Oui, Hélène, le 14 juillet dernier, lors d'un meeting tenu à Beaunois, l'ancien président appelait au rassemblement de l'opposition pour reprendre le pouvoir lors de l'élection présidentielle prévue en octobre de l'année prochaine. Ce message a été donc entendu par Guillaume Soro dans une déclaration publiée hier. Son parti, Génération et Peuple Solidaire, GPS, décide de saisir la main tendue par le leader du Parti des peuples africains, PPACI. Ancien allié de l'actuel président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, de 2011 à 2019, Guillaume Soro a aujourd'hui une chose en commun avec Laurent Gbagbo. Ils ne sont tous les deux ni électeurs ni éligibles parce qu'étant sous le coup d'une condamnation de la justice ivoirienne. Une exclusion arbitraire et injuste, estime Génération et Peuple Solidaire, le parti de Guillaume Soro, en exil depuis fin 2019. Le GPS rappelle également le rôle joué par les deux hommes politiques pour la signature en 2005 de l'accord de Pretoria qui a permis la participation de tous les opposants aux élections présidentielle sans exclusion. La formation politique dirigée par l'ex-président de l'Assemblée nationale ivoirienne se dit favorable à l'unité, seule voie possible pour rétablir une compétition politique équitable, inclusive et transparente en Côte d'Ivoire. Merci à vous, Abirilem. Conflit au Soudan, l'UNICEF tire la sonnette d'alarme pour les enfants. Le représentant de l'organisme dans le pays a exprimé son inquiétude face à la gravité de la situation humanitaire dans le pays, qualifiant la situation d'urgence de protection de l'enfance. Malgré les efforts de l'UNICEF pour fournir des ressources vitales, la livraison d'aide humanitaire est de plus en plus difficile. Les violations des droits de l'enfant se sont multipliées par 5 depuis le début du conflit.
conflit. L'UNICEF s'efforce de fournir un soutien à tous les enfants du pays en s'appuyant sur des groupes communautaires religieux et des soins psychosociaux informels. Au Proche-Orient, au moins 90 personnes ont péri dans une nouvelle frappe israélienne sur une école de la ville de Gaza. C'est ce qu'a affirmé ce matin la défense civile administrée par le Hamas. L'armée israélienne affirme de son côté avoir frappé avec précision des terroristes du Hamas qui officiaient au sein du centre de commandement et de contrôle du Hamas placé dans l'école. Rubrique magazine et invité à présent, elles sont consommées pour réduire les fatigues journalières et pour avoir plus d'énergie. Eh bien, nous parlons des boissons énergisantes. Elles ont pris une grande place sur le marché de nos jours. Selon certains consommateurs, ces boissons aident beaucoup de jeunes dans leurs activités physiques. Cependant, il a été constaté que les jeunes les consomment sans modération. Quelles sont alors les conséquences liées à l'abus de la consommation des boissons énergisantes sur la santé des jeunes? Élément de réponse dans ce magazine de Albertine Cocovena présenté par Geneviève Cognon. Plusieurs jeunes consomment les boissons énergisantes pour diverses raisons. Pour certains, c'est pour soulager leur fatigue. Pour d'autres, c'est d'avoir plus de force pour bien faire leurs activités. En tant que jeune chauffeur, je consomme ces produits pour être plus vigilant la nuit. Quelquefois, je le consomme pour l'amélioration de mon humeur, pour ne pas dormir et avoir plus d'énergie pour travailler. Moi, je suis étudiante et je consomme les boissons énergisantes pour veiller les nuits afin de pouvoir bien apprendre mes cours. Moi, je prends souvent les boissons énergisantes parce que c'est moins cher. Surtout Roche. Avec 250 francs, j'ai déjà ma boisson que je prends. En plus, ça me procure du plaisir après mes repas. Et aussi, quand je veux travailler la nuit, ça me donne la force de résister et de ne pas m'endormir mon travail. Je consomme les boissons énergisantes en premier lieu parce que ça pétille dans la gorge. C'est intéressant. Et en second, parce que ça donne de la force de prendre des trucs assez lourds. Que contiennent ces boissons? Mazama Agba, hygiéniste alimentaire à la division de nutrition au ministère de la Santé, répond. Les boissons énergisantes, comme l'indique son nom, sont des boissons qui contiennent en général des ingrédients comme de la caféine, du sucre, de la taurine, un acide aminé, des herbes et des vitamines. La consommation en excès de ces boissons énergisantes présente des effets néfastes sur la santé des consommateurs. Retrouvons Mazama Agba. Ces boissons pourraient renforcer la contractilité cardiaque, diminuant par le fait même les risques d'arythmie, une diminution de la pression artérielle, un effet vasodilatateur et une augmentation du rythme cardiaque seraient également observées dans certains cas. Des troubles du rythme allant jusqu'à l'arrêt cardiaque. Donc, elles causent notamment de l'anxiété, de la nervosité, de l'irritabilité et de l'insomnie. Il n'est pas déconseillé de prendre les boissons énergisantes pour soulager les fatigues, mais la consommation avec modération est importante pour un bon état de santé. Santé toujours, un cas de choléra a été détecté et pris en charge dans le Vaud. Pour limiter la propagation de cette maladie, le ministère en charge de la Santé met en garde la population sur les mesures préventives. Comment éviter le choléra? Amidou Sani, point focal WASH, choléra au ministère de la Santé, répond. Il est au micro de Abiré Lemon. Monsieur Sani Amidou, bonjour. Vous êtes chef division assainissement de base au ministère de la Santé et point focal WASH choléra. Alors, on parle de résurgence du choléra. Alors, est-ce que vous pouvez nous éclairer davantage sur cette maladie? Le choléra, c'est une maladie infectieuse qui est causée par l'ingestion d'une eau contaminée ou d'aliments contaminés. Et cela entraîne des vomissements et des diarrhées sur celui qui est atteint par la maladie. En gros, c'est une maladie bactérienne. Une fois dans le corps de l'organisme de l'homme, provoque des désagréments entraînant la diarrhée et aussi des vomissements. Si des mesures ne sont pas réellement prises,
la personne peut mourir à la suite de la déshydratation sévère qu'elle aura connue. Qu'est-ce qui peut être à la base de cette maladie, du choléra? Oui, le choléra est causé par le vibrio cholerae. C'est une bactérie qu'on retrouve dans les milieux sales. Et donc, cette maladie, on l'attrape en ingérant une eau souillée ou bien en consommant un aliment souillé. Ce qui veut dire que quoi? L'aliment a été contaminé d'une provenance. Donc, elle peut être autochtone ou bien importée. Et dans ce cas-ci, avec la zone de Vaughan, c'est un cas importé. En dehors de ce cas, on n'a pas eu d'autres cas qui ont continué et nous avons pu maîtriser la situation. Docteur, quelqu'un qui est infecté du choléra, quels sont les signes cliniques qui peuvent montrer que cette personne est infectée? Oui, quelqu'un qui est infecté par le choléra, après qu'il ait ingéré la bactérie, les minutes qui suivent, il fait une diarrhée profuse à l'image de l'eau de riz. Et maintenant, elle est fréquente et abondante, suite de vomissements. En rien de temps, si des mesures ne sont pas prises, la personne peut mourir à la suite de la déshydratation sévère. Et donc, il faille que, une fois que quelqu'un fait au moins plus de 2, 3, 4, 5 diarrhées sur le champ, il faut chercher à savoir de quelle diarrhée il est question et le référer dans un centre de santé pour une meilleure prise en charge. Il faut le dire, aujourd'hui, nous avons maîtrisé comment prendre en charge les cas de choléra. Ça, c'est depuis l'époque. Depuis que nous avons connu le choléra, à moins que la personne aille le plus tôt au centre de santé, quand elle reste chez elle, elle peut mourir à la suite de la déshydratation sévère. Mais une fois dans le centre de santé, les éléments sont là nécessaires pour pouvoir aider à guérir cette maladie. Le personnel soignant maîtrise le protocole de guérison et le traitement qu'il faut, adéquat qu'il faut administrer à ce malade pour qu'il retrouve la vie. Sinon, le taux de létalité au Togo, par exemple, c'est 0% parce qu'il n'y a pas de mort, à moins que celui-ci soit venu tardivement et que la déshydratation est déjà prononcée. Alors, docteur, vous avez parlé de zéro létalité au Togo. Ça veut dire que le gouvernement y a mis beaucoup de moyens pour éviter donc la propagation de cette maladie. Oui. Est-ce qu'on peut revenir sur ce qui est fait exactement? Ok, merci beaucoup. Donc, suite à cette alerte, les mesures d'urgence ont été prises pour contenir la maladie, c'est-à-dire surveiller les points d'eau de la zone. Donc, ça a été rapide et distribuer du chlore aux communautés et suivre au moins le problème de défécation à l'air libre, parce que c'est une maladie qui est contagieuse et les mouches et certains éléments ont le pouvoir de ramener tout ce qui est dans la nature au niveau des maisons. Donc, sur le champ, des dispositions ont été prises, surtout au niveau de la communauté, pour sensibiliser chacun à pouvoir consommer de l'eau potable et ensuite leur mettre à disposition des comprimés de chlore pour le traitement de ces eaux et également conseiller tout le monde à vraiment utiliser les toilettes pour déféquer et éviter que la maladie ne se propage dans la communauté. Nous allons à présent parler des mesures préventives pour éviter le choléra. Vous l'avez effleuré, ne pas déféquer à l'air libre. Quelles sont les, entre autres, mesures préventives pour éviter le choléra? Comme on l'a dit, le choléra c'est une maladie des mains sales. C'est-à-dire que tout ce qu'on devra faire, il faut renforcer l'hygiène des mains. C'est-à-dire se laver les mains conformément au protocole de lavage de mains. Parce qu'aujourd'hui, il faut le savoir, beaucoup de nos parents ne savent pas se laver les mains. Si je veux profiter de votre auditoire pour expliquer aux gens, pour se laver les mains, ce n'est pas venir tout de suite mettre du savon à la main. C'est d'abord mouiller sa main et ensuite envoyer le savon. Ensuite, de main en main, de paume en paume, de doigt en doigt, jusqu'à ce que nous puissions revenir pour rincer jusqu'à avoir les mains très propres. C'est ça qui veut dire se laver les mains. Ensuite, s'approvisionner en eau potable. Parce qu'en cette période de choléra, il est important que nous puissions apprécier le taux de chlore résiduel dans les eaux. Le chlore résiduel, au fait, si je prends l'eau de T2E, cette eau contient du chlore résiduel. Mais nous apprécions, est-ce que le taux de chlore résiduel est conséquent, entre 0,05. Donc quand on vérifie, on se rend compte que le chlore résiduel est important. S'il n'est pas suffisant, on négocie avec la T2 pour que ce chlore résiduel soit important pour vraiment arrêter l'exposition. Et l'autre élément, c'est de conseiller les communautés à vraiment utiliser les ouvrages d'assainissement. Au cas où ils n'ont pas d'ouvrage d'assainissement, pour déféquer, ils utilisent le moins simple de creuser et de pouvoir déféquer et de couvrir.
Parce que l'élément fondamental qui transmet la maladie, c'est les mouches. Quand ils piquent les fesses, ils ramènent sur les aliments et vous vous rendez compte que tout de suite, ça devient une explosion dans la zone. Nos pays frères, le Nigeria par exemple, fait déjà à le choléra sur place. Et par conséquent, vous savez déjà que nous sommes en train de vouloir faire la fête d'enlèvement de la pierre sacrée et que toutes les populations de ces zones reviennent chaque année pour pouvoir célébrer cette fête. Et donc ils sont porteurs sains. Une fois au Togo, ils font la maladie et ça devient un souci pour nous tous. La plupart de ces périodes, c'est comme ça que nous souffrons dans le pays. Les mouches sont vecteurs donc de cette maladie, ce qui veut dire qu'il faut protéger nos aliments. Les aliments mal préparés aussi peuvent causer le choléra. Bien sûr. En fait, c'est ça le problème. On dit l'aliment doit être bien cuit. Et c'est l'occasion de dire aux gens qu'il faut toujours manger un aliment qui n'est pas frais. S'il est frais, il est bien protégé. Dans le cas contraire, il faut manger à chaud. Parce qu'un aliment mal cuit et qu'il y a le vibrant coloré dans ça, la population, il suffit qu'une fois dans le corps, le vibrant clore et maintenant ça devient un souci. À un temps court, une incubation se fait et puis la personne est exposée. Donc ça veut dire que nous devons renforcer en ces périodes bouillir de l'eau. Si on n'a pas de l'eau potable, vous la bouillissez, ça permet de tuer tous les germes qui sont contenus. Et ensuite, ou bien traiter avec du chlore. Et maintenant, les aliments doivent être bien cuits et le manger à chaud. Nous recommandons nos mamans de pouvoir chauffer les cuillères quand on les utilise, éviter que les cuillères ne soient pas exposées ou bien contaminées. Aujourd'hui, c'est que là, on se dit des fois qu'il y a le vaccin. Mais ce n'est pas, le vaccin en lui-même n'est pas efficace. Vous pouvez prendre le vaccin, si vous ne faites pas les mesures nécessaires pour l'hygiène individuelle, bien l'hygiène corporelle, l'hygiène des mains, vous êtes toujours exposé. C'est pourquoi jusque-là, on a trouvé que le risque d'être exposé par rapport au choléra, par la vaccination, demeure. C'est pourquoi beaucoup de pays ne s'engagent pas à pouvoir mettre l'élément de base, le vaccin. Mais aller vers la sensibilisation, la prise en eau potable et accompagner avec les problèmes d'arrêter la défécation des livres. Tous ces aspects rentrent en ligne de compte pour améliorer le vécu quotidien de nos communautés et cerner la zone. Le choléra, il concerne tout le monde, mais est-ce qu'il y a une partie de la population qui est plus exposée à cette maladie? Oui, aujourd'hui il y a des populations qui sont très exposées. Des populations habitant comme des zones de dépotoirs, des zones inondables ou des zones insalubres, c'est le mot même ça. Les populations vivant dans des zones insalubres, parce que la défécation est là, la gestion des déchets ordinaires sont là, et tout ça fait que dans ces zones, on est exposé à tout moment, à tout temps. Et donc c'est pourquoi aujourd'hui des efforts sont faits pour vraiment faire l'enlèvement des ordures ménagères dans les zones et accompagner les communautés à disposer des ouvrages d'assainissement. Donc ces zones, pareil, vraiment, il faut vraiment limiter, entretenir, rendre nos zones propres. Ça va éliminer le choléra dans ces zones. D'accord, docteur, notre entretien tire pratiquement à sa fin. À présent, quels conseils pratiques que vous allez donner à la population afin de faire barrière à cette maladie? L'occasion nous permet de dire qu'aujourd'hui, le choléra, comme les uns et les autres le disent, c'est une maladie des mains sales. C'est une maladie des zones sales. Et donc, par conséquent, il est nécessaire que nous puissions améliorer nos conditions de vie, c'est-à-dire avoir d'abord une eau potable pour la boisson et avoir des ouvrages d'assainissement pour l'évacuation des excrétants et également aussi s'assurer que j'ai une diarrhée plus de 3-4 fois dans une journée, vraiment de me rendre à l'hôpital pour une meilleure prise en charge. Parce que c'est fortuit qu'on dise qu'on a la diarrhée, le choléra et on meurt au Togo. Parce qu'aujourd'hui, des mesures sont prises, les produits sont disponibles, presque gratuits pour la prise en charge du choléra. Et le personnel est formé pour pouvoir prendre en charge. Et des mesures autour des centres de prise en charge sont vraiment prises. Donc je pense que le choléra n'est pas une maladie en fait qui peut être de notre pays. Parce qu'on est trop propre pour nous subir ce mal. C'est nous qui vous remercions et comme on le dit souvent, prévenir vaut mieux que guérir. Je pense que le message est passé. Docteur Sani Amidou, chef division assainissement de base au ministère de la Santé et point focal WASH choléra. Merci.
Et voilà, pour éviter le choléra, les mamans doivent aussi bien laver leurs mains avant d'allaiter leur enfant. Justement, la semaine de l'allaitement maternel s'est achevée mercredi dernier. Pendant 7 jours, des échanges d'expériences sur le terrain et les médias ont meublé cette édition 2024. Naka Chamja, sage-femme au centre médico-social de UTB Circulaire, revient sur certains aspects, notamment la position pour donner le sein à l'enfant, la durée pour allaiter un bébé et les techniques de conservation du lait maternel. Madame Naka est au micro de Nabara Nafara Noudar. Naka Chamja, bonjour. Bonjour madame. Qu'est-ce que la mise au sein? La mise au sein, c'est que dès les premières heures qui suivent l'accouchement, la sage-femme doit mettre l'enfant au sein de sa maman. Elle doit montrer à la maman comment donner le sein à l'enfant. Que se passe-t-il si cette mise au sein n'est pas faite? Quand l'enfant n'est pas mis au sein dans les premières heures qui suivent, les heures qui vont suivre, c'est difficile à l'enfant de prendre le sein. Parfois, tu fais la mise au sein, mais la maman même, quand elle ne s'efforce pas de donner le sein de temps en temps à l'enfant, l'enfant même devient paresseux. Tu vas voir, après, quand tu mets l'enfant au sein, quand il prend le sein même, il fait semblant de téter, il rejette le sein. C'est que l'enfant même ne veut pas faire d'efforts pour téter le sein. Que faut-il alors faire? Dans ce cas, il faut forcer l'enfant. Puisque en ce moment, l'enfant ne connaît rien. Mais dans les cas où nous, les mamans ne se sont pas intéressées à donner le sein à l'enfant et que l'enfant a refusé le sein. Quand on force l'enfant, surtout tout au long de la journée, vous prenez même une seule journée pour mettre l'enfant au sein à chaque heure, l'enfant finit par téter. Certaines femmes ne sont pas toujours à la maison pour allaiter leurs enfants. Elles pressent donc le lait pour déposer. Est-ce une bonne chose? Le fait de presser le lait déposé n'a pas d'inconvénient si le lait est bien conservé. Et la conservation du lait, il faut au moins 6 heures de temps, pas plus que 6 heures de temps. Quand le lait est conservé au-delà de 6 heures, 7 heures, 8 heures de temps, ce n'est plus efficace. Le lait n'est plus bon. On suppose que le lait peut être fermenté. Si le lait est conservé à la température normale, ambiante, en 6 heures de temps, le lait ne peut pas être fermenté. Parfois, on dit de mettre le lait au frais, mais ça dépend de la température dans laquelle on met le lait au frais. Le lait ne peut pas être formé, on enlève le lait déposé pour que ça se décongèle avant qu'on ne donne à l'enfant. Donc, il est conseillé que dès la pression du lait, que la durée de la conservation soit au maximum 6 heures de temps. Et lequel des enfants d'une ménagère et d'une femme fonctionnaire peut bien grandir? Les deux enfants peuvent grandir normalement. Il peut arriver que le bébé de la femme fonctionnaire grandisse mieux que le bébé de la femme qui est ménagère. Ça dépend de la manière dont on nourrit l'enfant. On peut dire que celle qui est à la maison donne du lait maternel 24 heures sur 24 heures à l'enfant, mais ça dépend de la position que tu dois adopter pour que l'enfant soit à l'aise. Si tu n'adoptes pas bien la position, l'enfant juste un peu allaité, même est fatigué de la position que tu le tiens. L'enfant va commencer par pleurer comme si il était rassasié ou bien s'il ne voulait pas du sein. Il faut bien observer les enfants. Quand l'enfant est, à un moment donné, tu vois que l'enfant s'arrête. L'enfant ne laisse pas le sein. Il s'arrête parce que il est fatigué. Il prend le souffle avant de reprendre. Si elle n'allaite pas bien l'enfant, cet enfant ne peut pas évoluer, ne peut pas grandir normalement. Il peut arriver que celle qui est fonctionnaire, elle n'est pas stable à la maison. Mais la façon dont elle allaite son enfant peut permettre que l'enfant évolue normalement. Donc, il faut que chacune ait au moins une notion de comment allaiter son enfant. Est-ce bon de nourrir les enfants au biberon? Avec les biberons, c'est pas conseillé. Avec l'enfant, ça ne peut pas être que du lait seulement jusqu'à ce que l'enfant ne grandisse. Après le lait, la bouillie va suivre. Les tasses sont conseillées plus que les biberons. Puisque à la tasse, tu habitues déjà l'enfant, même si c'est la bouillie. Maintenant, s'il faut utiliser le biberon, ce qui veut dire que même quand tu fais la bouillie à l'enfant
à un âge donné, la bouillie doit être fluide. Or, au moins, la bouillie doit avoir une épaisseur pour que ça puisse résister dans le ventre de l'enfant. Si vous faites la bouillie et que c'est de l'eau seulement, ça ne contient plus de vitamines en tant que tel. Or, au biberon, quand la bouillie est épaisse, ça ne peut pas passer. Avec le biberon, tu vois, il y a certains enfants, quand ils prennent le biberon, tu vois qu'il fait seulement. Et en faisant là, c'est que il y a de l'air qui passe. Or, avec la tasse, c'est que la bouillie passe facilement. Le lait même passe facilement, sans que le lait que l'enfant inhale ne passe. Pendant combien de temps une nourrice doit allaiter son enfant? Nous sommes dans un pays où tout le monde travaille. Les femmes sont fonctionnaires, les femmes sont occupées et c'est ce qui fait que parfois on arrête l'allaitement quand on veut. Surtout les femmes disent l'enfant a déjà 1 an et demi, l'enfant a déjà 18 mois. C'est bon parce que elle-même, elle sort, elle n'est pas stable, elle revient fatiguée, l'enfant va continuer par téter. Mais selon ce que on nous a dit à l'école, l'allaitement normal pour qu'on cesse de donner le sein à un bébé, c'est 2 ans. Vos conseils à l'endroit des nourrices? L'allaitement maternel est la meilleure méthode d'alimentation. L'allaitement maternel permet d'économiser puisque c'est gratuit. Et vous-même, ça vous protège contre beaucoup de maladies. Ça permet une affection entre maman et enfant. Le lait maternel est le premier médicament pour un nouveau-né ou un nourrisson. Dès que vous bafouez ça, vous allez voir que votre bébé ne sera pas en forme. Votre bébé ne serait pas en bonne santé. Et quand vous avez un enfant, un bébé, un nourrisson qui n'est pas en bonne santé, c'est que vous-même, vous n'êtes pas en bonne santé. Ça vous empêche d'aller au boulot, vos préoccupations sont limitées, vous ne pouvez plus faire quelque chose. Donc, je dirais de prendre soin des enfants. Et quand les enfants sont bien portants, nous-mêmes, nous sommes bien. Naka Jamja, merci. Merci à vous aussi. Écho du palais à présent, escroquerie et blanchiment de capitaux, ces phénomènes persistent toujours dans le monde, malgré la poursuite de la lutte. Heureusement, certains auteurs tombent sous le coup de la loi. C'est le cas du sieur Suleiman au Niger. Le récit des faits avec Bénédicte Kanda. Âgé d'une quarantaine d'années, marié et père de 3 enfants, le sieur Suleiman a fait plusieurs victimes en se faisant passer pour le beau-fils du haut représentant du président de la République et bien d'autres qualités qu'il n'a jamais eues. De son mode opératoire au choix des victimes, le prévenu a l'art des grands voleurs. Le 20 novembre 2022, il s'est présenté au nommé Ibrahim, à qui il se fait passer pour un fonctionnaire de l'UNICEF. Il avait proposé à sa victime un marché de construction d'un centre de santé et un autre de livraison de vivres à des populations nécessiteuses. Pour avoir ces marchés, Ibrahim devait donner une somme de 3 millions de francs CFA, ce qu'il a fait. Quelques semaines plus tard, l'inculpé propose les mêmes marchés à une autre personne dans une autre région du Niger. La victime lui verse plus de 3 700 000 francs en guise de pot de vin. Pour réussir ses coups, Abdoulaye, qui est en réalité un transitaire en douane, se munit d'un faux badge de l'UNICEF et de faux dossiers d'appel d'offres qu'il dit avoir téléchargés sur Internet. Devant le juge, il a reconnu les faits et a proposé de rembourser toutes ses victimes constituées en partie civile. Il a dit avoir agi ainsi parce qu'il était acculé par ses créanciers. Pourtant, selon le parquet, le sieur Suleiman est reconnu dans les archives de la police depuis 2001 pour des faits d'escroquerie et d'usurpation de titres.
Son avocat a refuté les qualifications de blanchiment de capitaux et tentative d'escroquerie et a demandé la clémence des juges pour son client qui avait déjà passé quelques mois en prison. Mais cela a été refusé. Il a été donc condamné à 4 ans de prison, plus de 500 000 francs CFA d'amende. Voilà ce qui arrive lorsqu'on s'adonne au gain facile. À samedi prochain. Un samedi prochain, Bénédicte Kanda. Sans transition, nous passons au sport. Au football, le championnat de la première division féminine joue son 5e chapitre ce week-end. 5 rencontres sont au programme, dont celle qui oppose AC Barracuda et AE FC. Kilima Poyoti. À l'ouverture de cette 5e journée ce samedi, ASOTR, 3e au classement dans la poule A avec 6 points, reçoit au stade d'Ablogame Atleta FC, lanterne rouge de la poule avec 0 points au compteur. Dimanche, AC Barracuda, 5e avec seulement 2 points, défie AE FC de Tabligbo, second au classement avec 7 points. Un match a priori difficile pour AC Barracuda qui manque de ressources à l'entame de cette saison. Winner Girls Anotien se mesure à US Amou. Dans le groupe B au nord, Koroki de Tchamba, 4e avec 5 points, réserve son hospitalité à Tambo de Dacha, avant-dernière du groupe avec 1 point et un match en retard. Unisport de Sokodé aura fort à faire face à Fouadan de Dapaon qui règne en maître à la tête du groupe avec 7 points. La rencontre Doumbé Asko est reportée en raison de la participation du club de Kara au tournoi préliminaire de la Ligue féminine des champions de la CAF. Semassi de Sokodé et Doumbé de Mango sont au repos pour cette 5e journée. Tous les matchs débutent à 15h. Dernier virage du journal Magazine Pluriel, revue de presse. Principale une des parutions, le décès de l'archevêque métropolitain de Lomé, Monseigneur Nicodème Bariga Bénisson. La crise au sein du parti Nouvel Engagement Togolais Net et l'attente d'un nouvel exécutif. Léontine Toguiman, que disent justement les journaux sur cette attente? Le Togo dans l'expectative, lit-on à la une de la parution Le Dialogue. Le manuel libéré est plus précis. Victoire Toméga Dogbe attendue pour son prochain gouvernement et son passage devant l'Assemblée nationale. Abondant. Dans le même sens, le messager mentionne que le nouvel exécutif va gérer la période transitoire de la 5e République. Même observation du libéral. Un nouveau gouvernement en perspective pour gérer la transition. À ce sujet, le manuel libéré revient et se demande que disent les dispositions. Le médium reprend une disposition transitoire de la 5e Constitution permet au gouvernement de fonctionner pendant une année en attendant que les dispositions indispensables prévues à un régime parlementaire comme le Sénat ne se mettent en place. Victoire Toméga Dogbe et sa future équipe vont donc tenir la barque jusqu'à la fin de la période de transition où sera élu par l'Assemblée nationale et le Sénat le président de la République ainsi que la désignation du président du Conseil des ministres. Les parutions suivent également de près la crise au sein du parti Net. Oui, le feuilleton Net intéresse plus d'un. La lanterne alerte, ça bouillonne au sein du nouvel engagement togolais. Seule la justice peut trancher. L'audience explique qu'il s'agit d'un bras de fer entre Djiritama et le bureau intérimaire. Selon la parution, l'ancien président du parti Djiritama, qui s'est retiré des instances au lendemain des élections législatives, ne serait plus en odeur de sainteté avec son successeur, Jules Amine, qui dirige le bureau intérimaire. D'après ce dernier, relève l'audience, l'ancien officier des forces armées togolaises orchestre son retour au devant de la scène. Le bureau intérimaire ne se laisse pas intimider. Dans un communiqué publié par le site en ligne Horizon News, l'ex-président du nouvel engagement togolais, Djiritama, devenu simple militant après sa démission selon le bureau, est exclu à titre conservatoire du parti qu'il a créé. La crédibilité du parti Net est désormais en jeu, déplore le site. Et puis Léontine, un grand baobab est tombé. Monseigneur Nicodème Bariga Bénisson n'est plus de ce monde depuis dimanche.
dure. C'est l'expression du journal Flambeau des démocrates sur le rappel à Dieu de l'archevêque métropolitain de Lomé, Monseigneur Nicodème Bariga Bénisson. L'Église catholique pleure, Monseigneur Bariga note la tribune. Pas uniquement que l'Église catholique. Actu Togo relate que le chef de l'État Faure Sozinga Gnassingbé a réagi au décès de l'archevêque. Sava News révèle également que des leaders des partis politiques de l'opposition ont salué avec révérence la mémoire de cet homme de foi et de grandes valeurs. Un leader spirituel renchérit le triangle. Une vie utile, un riche héritage, rajoute Canal D. Monseigneur Nicodème Anani Bariga Bénisson, allé dans la paix du Christ, a titré Le Libéral à sa une. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. Voilà, nous sommes ainsi arrivés à la fin de ce journal magazine Pluriel. Le rappel des titres. Haïzan, la fête traditionnelle des natifs du Zio bat son plein depuis ce matin à Tchévié. Cette 52e édition est placée sous le signe de l'engagement individuel et collectif au service de la paix et du développement. Les activités se déroulent en présence de la chef du gouvernement, Victoire Toméga Dogbe, représentant le président de la République. Et puis, sous son 11e anniversaire de Radio Lomé, mardi prochain, les locaux ont été mis au propre hier dans le cadre des préparatifs de cette célébration.